Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la mobilité électrique, une thématique qui suscite souvent beaucoup de débats entre les pros électriques et ses détracteurs. Afin de traiter ce sujet sous différents angles de vue, cet épisode sera composé de 3 parties. En premier lieu, je vous propose de prendre un peu de hauteur sur le sujet de la voiture électrique avec mon invité, Laurent Castagnède. Nous allons sortir du simple prisme des émissions de gaz à effet de serre pour nous intéresser de manière plus globale aux impacts environnementaux, sociétaux et économiques que la production de voitures électriques engendre. Ensuite, nous reviendrons sur des sujets plus pragmatiques et nous étudierons avec Mobilize Power Solutions la question du déploiement de systèmes de mobilité électrique, notamment des infrastructures de recharge pour véhicules électriques au sein du territoire français, ainsi que dans les entreprises. Enfin, en complément du partage de Mobilize, nous bénéficierons du retour du syndicat intercommunal d'électrification et d'éclairage public de Haute-Corse concernant leur défi de mettre en place plus de 500 bornes de recharge électrique accessibles à toutes et tous au sein de leur département d'ici 2030. Bonne écoute! Alors, bonjour Laurent, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter avant qu'on entre dans le vif du sujet ? Bonjour, je m'appelle Laurent Castagnède, je suis ingénieur, j'ai fait Centrale il y a une trentaine d'années. Je suis conseiller en impact environnemental à Bordeaux. J'ai fondé le bureau d'études BCO2 Ingénierie et je suis l'auteur de plusieurs essais chez l'éditeur Éco-Société. On peut citer La Bougeotte, Nouveau mal du siècle, le pavé Hervor ou le mythe des transports propres et dernièrement La ruée vers la voiture électrique avec comme sous-titre Entre miracle et désastre. Oui, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux du déploiement de la voiture électrique en France ou même dans le monde et où on en est actuellement et quelles sont les perspectives et les projections à ce sujet ? Oui, alors aujourd'hui, en France, la voiture électrique a une part de marché d'environ 20%, qui est en progression régulière. Elle représente à peu près 2% du parc automobile français. Là, on parle de la voiture, donc 100% électrique, parce que des fois, on parle de voiture électrique dès qu'elle est hybride. Moi, je vais vous parler, quand je parle électrique, c'est vraiment une voiture, essentiellement à batterie, donc 100% électrique. Et dans le monde, c'est surtout quand même une préoccupation occidentale, la voiture électrique, mais aussi chinoise. Et d'ailleurs, c'est en Chine qu'il y a plus de la moitié du parc de voitures électriques mondial. D'accord. Ah oui. Et donc en France, elle représente à peu près 2% des automobiles qui roulent. Et au niveau mondial, ça va bientôt être à peu près la même proportion. D'accord. En termes de projection, c'est un peu difficile. Disons que ce qui est annoncé, c'est qu'en Europe, en 2035, il n'y ait plus que des voitures électriques à vendre. Alors il y a certains pays européens qui ont annoncé des dates légèrement plus proches et ensuite il y a des États américains qui ont pris la même date. En Chine, ça dépend des endroits du pays, mais il y a un gros pourcentage de voitures électriques attendues à cet horizon-là. Et la perspective, donc on va dire pour ces pays-là ou ces groupes de pays, c'est qu'en 2050, finalement 15 ans plus tard, il n'y ait grosso modo presque plus de voitures à essence ou gazole qui circulent. Bon, là, on est sur des projections à 5, 10, 30 ans. 5, 10, 20, 30 ans. D'ici là, il va quand même se passer des choses. Donc, pour l'instant, ça reste des annonces. Même si certaines ont été on va dire, écrites sous forme de presque de loi. Mmh. Ouais. Alors justement, comme la voiture électrique n'émet pas de gaz en roulant, on pourrait penser que c'est la solution idéale pour remplacer la voiture thermique. Et selon vous, pourquoi est-ce qu'il faut nuancer cette affirmation et qu'est-ce qu'il faut penser de l'empreinte de la voiture électrique qui, a priori, semble être propre et décarbonée ? Oui, alors juste un petit rappel historique, c'est-à-dire que dans l'histoire de la voiture électrique, il y a plus d'une centaine d'années, qu'elle soit électrique ou pas, la voiture s'opposait aux chevaux qui eux-mêmes avaient beaucoup de nuisances. C'est pas elle qui s'est imposée, c'est la voiture à essence, les accumulateurs étaient trop faibles. Mais ensuite, quand elle a cherché à revenir au cours de l'histoire, c'était pour des questions sanitaires. Donc c'était vraiment une histoire de pollution dans l'air. Bon, elle n'a pas réussi à revenir et aujourd'hui, on en parle presque plus dans une logique climatique que dans une logique sanitaire, alors qu'en fait, le premier intérêt de la voiture électrique, ça reste effectivement le fait qu'elle n'émet pas de gaz en roulant et que du coup, vis-à-vis de la qualité de l'air des villes dans lesquelles elle circule, on peut logiquement penser que c'est quand même un bénéfice assez important. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on entend beaucoup parler de miracles technologiques, de voitures parfaitement propres, etc. Mais il y a aussi des détracteurs
qui disent en gros complètement l'inverse, en disant que tout ça c'est absurde, qu'il faut tout abandonner. Donc c'est ça qui m'a motivé à écrire un livre dédié à la voiture électrique, alors que dans Hervor j'en parlais quand même, mais pas aussi précisément, pour essayer de faire la part des choses et démêler ce qui relève de vraies problématiques et puis des bons aspects de la voiture électrique, essayer de voir quel est un petit peu le juste milieu dans tout ça. Et c'est un sujet éminemment complexe et la réalité elle est très nuancée. Voilà. Alors, si on regarde strictement le côté carbone, effectivement, on sent bien qu'elle a le potentiel d'être peu carbonée, mais ça dépend surtout fortement de la nature de l'électricité de recharge. Voilà. Bon, après, le bilan carbone, c'est un outil qui a ses limites, hein. Il prend en compte que les émissions de gaz à effet de serre, mais pas l'ensemble de l'impact environnemental, économique, sociétal que va demander le déploiement en masse des voitures électriques. Donc la voiture électrique, elle pose des questions auxquelles il faut absolument réfléchir avant de se lancer tous azimuts dans un déploiement massif. Se dire par exemple qu'il suffit de remplacer tout le parc thermique par de l'électrique pour faire chuter les émissions globales, ça relève quand même un peu de la magie. En effet. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus ces problèmes auxquels nous sommes ou nous allons être confrontés avec le déploiement de la voiture électrique, justement? Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus en détail? Oui, alors on n'a pas le temps de rentrer dans tous les sujets, mais on va prendre peut-être les deux principaux. Bon, les premiers sujets, c'est le sujet des batteries. Alors, l'impact de la fabrication des batteries, bon, il y a vraiment consensus sur le fait que, effectivement, fabriquer une batterie, c'est quand même un impact supplémentaire. Donc, pour pouvoir fabriquer cette voiture électrique. Bon, après, c'est peut-être un mal pour un bien, hein, donc il y a quand même un impact de fabrication supérieur. Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est quand même qu'on n'a pas, vis-à-vis de ce qui est annoncé pour 2035, etc., avec un nombre de pays qui s'y intéressent assez important, mais en fait, on n'a pas sur la planète une extractabilité infinie des métaux. Donc ça, c'est quand même un sujet. En 2040, tel que c'est annoncé, en fait, il faudrait fabriquer 40 fois plus de batteries qu'en 2020, ce qui est quand même énorme. Et en plus, certains disent, mais le progrès technique avance, donc on va faire des batteries plus compactes. Oui, c'est vrai, le progrès technique, il avance, sauf qu'il est paradoxalement, il a un effet inverse, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on annonce des capacités, des performances de batterie meilleures, mais qu'est-ce qui se passe? C'est d'une part, c'est de l'autonomie supplémentaire qui est proposée par véhicule, donc il n'y a aucune sobriété par voiture. Et deuxième sujet, c'est que ce progrès fait entrevoir des perspectives de déploiement de la batterie sur d'autres véhicules, notamment maintenant on parle de plus en plus de catégories de camions, donc en fait cette multiplication par 40, avec le progrès technique, il est probable qu'en fait on ait besoin d'encore plus de métaux que ce qu'on pensait aux mêmes échéances. Donc tout ça, ça veut dire ouvrir des mines. Et les mines, ça ne s'ouvre pas comme ça en quelques mois. Il faut à la fois des autorisations, et puis après, il faut souvent creuser très profondément pendant longtemps, etc. Il faut des usines de raffinage, des usines d'assemblage, et tout ça en nombre décuplé par rapport à, enfin pas les mines, mais il faut vraiment ouvrir beaucoup de mines. En tout cas, il y a beaucoup d'usines à mettre en place partout dans le monde, et il n'est pas dit qu'on trouve les moyens financiers, par exemple, pour avancer au rythme auquel on annonce l'évolution du parc automobile. Voilà. Et puis après, il y a aussi des risques géopolitiques derrière, parce que les métaux dont on parle concernés par les batteries et puis aussi par les câblages, puisque le cuivre c'est un gros sujet, ainsi que le graphite pour les anodes, en fait ces métaux, on va dire, ils sont encore plus mal répartis sur la planète que ne l'est le pétrole. Donc on peut très facilement imaginer que des tensions géopolitiques qui n'ont rien à voir avec la voiture électrique puissent se transformer en embargo, en équivalent d'OPEP ou autre, qui fait que les flux attendus de métaux ne seront pas au rendez-vous, du moins pour certains acteurs qui en voudront en masse. Voilà. Après, donc, premier problème, les batteries. Le deuxième, c'est le problème, la question de l'électricité de charge. Alors là, par exemple, en France, on n'arrête pas de parler de voitures électriques décarbonées, simplement parce qu'en France, l'électricité moyenne, elle est assez basse, ce qui est vrai en termes de carbone avec tout le parc nucléaire
ainsi que l'hydroélectricité et puis l'éolien. Voilà. Ben, en fait, ça, c'est simplement une erreur de calcul. Le cas emblématique pour bien comprendre ça, c'est ce qui se passe au Québec. Au Québec, c'est très simple. L'électricité, elle est 100% verte là-bas. C'est-à-dire qu'il y a 85% d'hydroélectricité et 15% d'éolien. Donc, à ce moment-là, on pourrait simplement se dire, ben, puisque l'électricité moyenne, elle est canon en carbone, ben, on peut développer la voiture électrique sans souci. Elle sera automatiquement verte. Et en fait, cette automaticité est complètement fausse parce que le Québec exporte environ 10% de son électricité essentiellement aux États-Unis. Et donc, si le Québec développe la voiture électrique, ben, en fait, il va avoir davantage de besoin d'électricité. Bon, à ce moment-là, on va dire ben, il va exporter moins. Mais la conséquence d'une baisse de cette exportation va être certainement de l'électricité au charbon qui va être fabriquée aux États-Unis pour compenser la baisse des importations québécoises. Donc, du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, et c'est bien ce que dit le GIEC, mais en fait, la voiture électrique, elle a le potentiel d'être bas carbone, mais c'est sous réserve qu'au fur et à mesure qu'on la développe, on mette en face des nouveaux moyens de production d'électricité qui eux-mêmes sont bas carbone. Alors, il se trouve que le Québec, ils ont encore plein de vallées dans lesquelles ils peuvent installer des barrages, donc ils ont ce potentiel-là. Ils envisagent même de redémarrer une centrale nucléaire qu'ils ont arrêtée en 2012. Donc, pour le Québec, effectivement, ils ont ce potentiel-là. Mais en France, par exemple, des nouveaux barrages, en fait, on n'en construira aucun, grosso modo. Donc tant mieux pour le carbone si on a une dizaine de pourcents de notre électricité qui est fabriquée comme ça. Mais la voiture électrique, on peut la développer en France. Il n'y a aucun barrage qui va l'alimenter. Les barrages, ils sont alimentés par la pluie qui tombe dans les vallées. Et développer la voiture électrique n'augmentera pas la pluviométrie dans les vallées qui reçoivent l'eau des barrages. Donc du coup, attention, en France, donc ça demande des moyens supplémentaires. Un autre point important pour rester sur le Québec, c'est le fait que là-bas, les véhicules, ils sont encore plus gros que chez nous. Et qui dit donc développement de la voiture électrique là-bas, c'est plutôt des gros SUV et des pick-up américains. Et il ne faut pas perdre de vue que si c'est ce type de voiture électrique qui se développe là-bas, il faudra construire 2 fois plus de nouveaux moyens, par exemple 2 fois plus de barrages, que si les voitures électriques développées là-bas avaient été des voitures compactes, 2 fois moins lourdes, donc en gros qui consomment 2 fois moins. Et en face, il y aura d'autant plus de difficultés à obtenir les autorisations de lancer ces moyens supplémentaires que les véhicules qui consommeront seront énergivores. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'au Québec, ça sera beaucoup plus dur d'obtenir la construction de 2 nouveaux barrages pour alimenter des pick-up vis-à-vis des associations écologistes locales que d'en construire un seul si jamais la voiture électrique était compacte et contenue. Voilà. Alors en France, quelle est la situation? C'est un petit peu plus complexe parce que le parc nucléaire a de la disponibilité pour produire un petit peu plus, mais attention, RTE signale bien que cette disponibilité en France pour obtenir de l'électricité bas carbone supplémentaire, elle n'est qu'environ 30% du temps. C'est-à-dire sur l'ensemble des horaires de l'année, il n'y a que 30% des heures pendant lesquelles une augmentation de demande peut conduire à obtenir de l'électricité bas carbone. Vous voyez, 30%, alors que pourtant 80% est nucléaire. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes pourcentages. Donc, vous allez me dire, il suffit de bien viser, de bien recharger la voiture électrique pendant ces 30%. Oui, sauf que ces 30%, ils ne sont pas équirépartis tout au long de l'année. Par exemple, l'hiver, il y en a très peu parce que comme il fait froid et qu'on a beaucoup de chauffage électrique, le parc nucléaire, en fait, il est à fond. Donc, quand il est à fond, il n'est pas disponible. Et en plus, RTE signale qu'attention, ce taux de 30% actuel, dans quelques années, il risque de descendre fortement, d'être divisé par 2, parce qu'on va développer des électrolyseurs pour fabriquer de l'hydrogène vert. Et ces électrolyseurs, ils vont d'autant plus fonctionner au moment où l'électricité est bon marché, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de cette disponibilité-là. Et puis le fait de développer la voiture électrique fait que les moments de ces 30% où la puissance disponible n'est pas très importante, dès qu'on va développer la voiture électrique, évidemment, elle va manger ces pourcentages-là, donc ces horaires-là. Donc du coup, attention, RTE annonce déjà que c'est entre 10 et 20% d'horaires disponibles qu'il y aura dans quelques années. Donc voilà, donc ça veut dire que ça signifie que la voiture, même en France, elle n'est pas du tout automatiquement décarbonée. En revanche, si à chaque fois qu'il y a des investissements dans la voiture électrique,
les acteurs qui peuvent être des particuliers ou des entreprises, des collectivités, comme elles sentent bien qu'elles vont augmenter la demande, si en face elles peuvent elles-mêmes augmenter la production, c'est-à-dire déclencher par exemple la construction de parcs photovoltaïques ou même quelqu'un qui achèterait une voiture électrique, il a un toit disponible au sud par exemple et puis qui pose des panneaux parce qu'il achète une voiture électrique, effectivement, il augmente lui-même la production en augmentant la demande. Donc là, le bilan carbone commence à être intéressant sous réserve qu'il se recharge la journée à peu près quand il y a du soleil. Donc en fait, voilà, ce que je dénonce par exemple dans le livre et ailleurs, c'est cette automaticité. Attention, donc je rappelle bien, le GIEC parle bien de potentiel, que la voiture électrique soit bas carbone dans les pays où justement il a cette possibilité d'augmenter les moyens. Mmh. D'accord. Alors, est-ce que le développement de la voiture électrique va naturellement nous détourner de l'usage du pétrole, qui est la première source du problème, que ce soit en termes de pollution ou d'émissions de CO2 ? Oui, alors c'est un problème parce que quand j'ai dit que ça avait le potentiel bas carbone avec des nouveaux moyens de production d'électricité, si on regarde la Norvège, donc la Norvège s'est vraiment présentée comme un peu le leader sur le sujet en Europe, puisque c'est le pays où il y a le plus de voitures électriques. C'est un pays où il y a déjà des barrages, mais on peut en construire de nouveaux. Il y a vraiment un potentiel hydroélectrique important. Et donc la Norvège, effectivement, au fur et à mesure qu'elle diffuse la voiture électrique, en face, elle augmente les moyens de production bas carbone. Donc vous allez me dire, c'est parfaitement vertueux. Mais en fait, pas tout à fait. Parce qu'en Norvège, il y a quand même un gros hic, c'est que la Norvège, c'est le premier producteur de pétrole européen. Et donc, même si elle met en service des nouveaux barrages et des nouveaux parcs éoliens, en fait, parallèlement, elle continue à donner des nouveaux permis d'exploitation en mer du Nord d'extraction de pétrole. Donc, du coup, la question qui se pose, c'est-à-dire qu'au niveau politique, est-ce que la Norvège ne développe-t-elle pas la voiture électrique pour mieux exporter son pétrole plutôt que de le consommer elle-même ? C'est aussi des questions qui se posent dans les pays du Golfe. Donc du coup, qu'il y ait un nouveau moyen de production bas carbone, c'est bien, mais à chaque fois que les clients chargent leur voiture avec de l'électricité décarbonée, l'équivalent de ce qu'ils ont évité de consommer en pétrole devrait être sanctuarisé en fait. Vous voyez ? Et ni la Norvège, ni aucun État ne l'a fait jusqu'ici. L'Équateur avait bien proposé, il y a une dizaine d'années, d'échanger la préservation d'un gisement situé sous une de ces forêts tropicales contre une aide financière internationale très conséquente à la hauteur d'une partie des devises auxquelles il proposait de renoncer. Malheureusement, aucun pays n'a voulu répondre à cet appel et l'Équateur, il a lancé l'exploitation du champ concerné. Vous voyez, donc aujourd'hui, il y a aucun cas dans le monde où on sanctuarise en fait une réserve facilement accessible. Voilà. Donc ça c'est un premier point. Donc c'est pas parce qu'on roule en voiture électrique et qu'on évite, on peut se dire au lieu d'éviter, est-ce qu'on esquive en fait la station-service, mais il faudrait qu'à chaque fois on se dise on abonde un fonds, enfin le conducteur d'une voiture électrique quand il se recharge, il faudrait qu'il y ait quelque part qu'il abonde un fonds qui lui-même va financer le fait qu'on va laisser volontairement sous terre. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, il y a un deuxième problème vis-à-vis du pétrole, c'est que si on remplace plein de voitures thermiques par des voitures électriques, ou si on va dire on empêche quelque part, ou on incite à des gens à ne pas acheter une nouvelle voiture thermique, mais acheter à la place une voiture électrique, cela rend finalement le pétrole disponible pour les autres usages, notamment les autres véhicules. Bon, en d'autres termes, la question qui peut se poser, c'est un peu tordu, mais est-ce que le déploiement des voitures électriques ne va pas faire baisser la pression de la sobriété pour tout le reste du parc thermique ? On a dit que les voitures électriques, ça concerne aujourd'hui que l'Occident. Donc en fait, tout le reste, le fait qu'il y ait moins de concurrence pétrolière puisqu'il y a des voitures qui échappent, est-ce que ça va baisser donc la sobriété à la fois en termes d'usage du reste des véhicules thermiques, en termes de leur masse propre et en termes de nombre aussi? Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'attention, voilà, il faut faire très attention sur le fait d'esquiver le pétrole ne signifie pas nécessairement le laisser sous terre. En fait, ça montre bien toutes ces problématiques qu'il faut vraiment réfléchir au-delà et prendre du recul par rapport à cette thématique. Merci d'avoir brossé ce tableau. Et alors justement, je voulais vous demander, maintenant qu'on a vu toutes ces problématiques, qu'on a brossé ce tableau, est-ce que ça veut dire qu'il faut bannir le déploiement de la voiture électrique, ou est-ce que vous pensez qu'elle a tout de même une place dans la transition de notre société vers des modes de transport décarbonés ?
Ah oui, oui, pour moi, il faut absolument pas jeter à la poubelle la voiture électrique comme on le fait pour le diesel, voilà. Mais il faut clairement qu'on réoriente, qu'on arrive à réorienter son déploiement et surtout qu'on régule. Voilà. Et il est clair qu'il faut repenser l'usage de la voiture. Et n'importe quelle voiture, n'importe quel véhicule électrique ne doit pas être automatiquement présenté avec une caution environnementale garantie. Voilà. Il faut vraiment penser à la réalité de l'impact. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte que le climat, si tant est que le calcul soit bon. Parce qu'il faut bien voir que si on inventait demain une voiture électrique zéro carbone et bon marché, on accélérerait inévitablement l'artificialisation du vivant. Et si on continue à acheter toujours plus de voitures, on va faire toujours plus de routes, de parkings, etc. Voilà. Donc en fait, ce que je pense, c'est qu'avec cette faible conditionnalité sur les caractéristiques de la voiture électrique, où aujourd'hui, même si elle est énorme, surpuissante par exemple, elle a quand même son étiquette verte. Voilà, sa vignette critère avec la meilleure note. Donc, si on continue à croire que voilà, il suffit simplement de changer les voitures, peu importe leur nombre et peu importe leur masse et leur puissance, je pense qu'on se dirige vers un nouveau scandale que j'appelle évidemment l'Electric Gate, tout à fait comparable au Dieselgate, qui pourrait même être plus étendu. Alors, cet électrochoc, en fait, là c'est une impression, c'est une opinion que je vous donne. J'ai l'impression que c'est un passage obligé, en fait, pour vraiment considérer sérieusement la sobriété des usages autour de l'automobile. Qui nécessite de revenir sur la nature des véhicules pour les faire plus légers. Jusqu'ici, les voitures n'ont pas arrêté de grossir, de s'alourdir, d'augmenter leur puissance depuis plusieurs décennies. Il y a juste au moment des chocs pétroliers, il y a eu pendant quelques années, ça a un petit peu temporisé, mais grosso modo, les courbes n'ont fait qu'augmenter. Et en plus, le passage à l'électrique, c'est plus qu'une augmentation, c'est une marche d'escalier en termes de masse supplémentaire et de puissance. Voilà. Donc il faut absolument qu'on infléchisse tout ça. On en parle depuis plusieurs décennies. Là, il va falloir vraiment le faire et cet électrochoc me paraît peut-être une condition nécessaire. Donc pour faire des véhicules qui soient vraiment moins gourmands en ressources, en énergie, certainement moins nombreux. Donc plutôt que de centrer les imaginaires sur un SUV électrique de 2 tonnes qui embarque des centaines de kilos de batterie, on peut se demander si ce ne serait pas plus pertinent d'y renoncer, du moins pour un usage de véhicules particuliers, et de réfléchir à une meilleure affectation des batteries vers des modèles contenus, vers le rétrofit, vers une autre forme d'hybridation, ainsi que vers bien d'autres types de véhicules, comme les 2 roues ou les bus, qui sont quand même plutôt délaissés aujourd'hui par les batteries. Voilà, donc aborder tout ça avec recul, cela nécessite une véritable réflexion et moins de présupposés simplistes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Laurent pour cette réflexion qui apporte de la nuance sur la voiture électrique et je pense que c'est ce dont on avait besoin. Donc merci beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Un grand merci à Laurent pour cette prise de recul au sujet de la voiture électrique. J'aimerais ajouter que la sobriété des usages passe également par un nécessaire changement des comportements, notamment en réduisant les distances à parcourir et en facilitant l'usage de mobilité active et décarbonée, sujet que nous avons évoqué au cours des épisodes précédents. Comme nous l'a démontré Laurent, si la voiture électrique est un outil important à ne pas négliger dans la transition, nous ne pouvons pas compter seulement sur des progrès technologiques comme solution ultime à nos problématiques climatiques. Si les propos de Laurent Castagnette vous ont intéressé, vous pouvez aller regarder les différents livres dont il est l'auteur, La bougeotte, nouveau mal du siècle, Hervor ou le mythe des transports propres, ainsi que La ruée vers la voiture électrique entre miracles et désastres. Les liens sont dans la description de l'épisode. Nous nous retrouvons en deuxième partie de cet épisode pour un échange plus pragmatique avec Mobilize Power Solutions autour du déploiement de systèmes de mobilité électrique sur le territoire et dans les organisations. À bientôt!